Salut salut, bienvenue pour un nouveau vlog. Pour moi on est samedi, il doit être quelque chose comme presque 13 h et je viens, tenez-vous bien, d'interrompre mon repas pour vous parler parce que je viens d'apprendre un truc qui bouleverse toute mon adolescence une nouvelle fois. J'allais dire dans le bon sens, mais c'est pas vraiment dans le bon sens, c'est juste que c'est pas une mauvaise nouvelle. C'est pas comme quand j'ai re-regardé le pilote de Gossip Girl et que là ça a ruiné mon adolescence. Vous voyez, c'est pas une mauvaise nouvelle, ça n'en fait pas une bonne nouvelle pour autant. Bref, je suis en train de regarder Gilmore Girls. Bon ça vous le savez, ça fait plusieurs semaines que j'ai recommencé. Je sais pas combien de semaines exactement. Oui, je tousse toujours, j'essaye de m'en empêcher mais j'y arrive pas. Donc je suis en train de manger et de regarder Gilmore Girls et il s'est passé Gilmore Girls, bref, et il s'est passé un phénomène bizarre depuis quelques jours maintenant. Je le fais jamais, mais je sais pas pourquoi, là je le fais. C'est-à-dire que je suis en train de regarder Gilmore Girls, pour rappel je regarde Gilmore Girls en VF parce que je regarde tout en VF. Je ne regarde rien, ni en VO, ni en sous-titré, peu importe la langue originale, ça me gonfle. Je suis fainéante et lire sur écran, c'est pas possible. Donc bref, je regarde tout en VF depuis 2 jours. Pardon, excusez-moi. Et donc, Gilmore Girls, naturellement, je la regarde en VF et je l'ai regardé en VF la première fois que je l'ai vu. Mais là, parce qu'il y a l'option sur Netflix, probablement, pour certaines scènes, je passe en VO. C'est-à-dire que je regarde la scène en VF et ensuite je reviens en arrière et je la mets en VO pour la voir en VO. Je fais ça la plupart du temps quand il est question d'une autre nationalité. Par exemple, il y a un vendredi soir où Lorelai et Rory sont chez les parents de Lorelai pour leur traditionnel dîner du vendredi soir et il y a d'autres invités, dont une femme qui ne parle pas français, donc pas anglais. En fait, et voilà, du coup le père de Lorelai la présente et leur explique que ben, voilà, elle est italienne, je crois, en tout cas en VF, puis il s'installe et tout, machin, bidule, et du coup le mari de cette femme qui lui parle français, bref, toujours en VF, hein, donc anglais, enfin bref, vous avez compris, demande à Lorelai et Rory si elle parle italien. Je suis désolée pour tous ces cuts, je ne sais pas pourquoi, je tousse beaucoup là, bref. Et donc Rory répond qu'elle sait dire quelques mots, qu'elle parle un tout petit peu italien, machin, bidule, machin. Et Lorelai sort les paroles d'une chanson qui n'existe pas en italien. Alors, je connais pas toutes les chansons italiennes, mais je sais que les paroles telles qu'elle les a dites, en fait, je me suis dit c'est pas possible qu'en VO ça soit italien. Ça marche pas, en fait. Et donc, je suis passée en VO, et effectivement, en VO, cette personne est française. C'est pour ça qu'ils ont changé la nationalité en VF, sinon ça marche pas bien, tu vois. Enfin bref. Et donc depuis cette scène-là, à chaque fois qu'il est question de langue étrangère, de personnes étrangères, je passe en VO pour voir quelle langue c'est réellement dans la VO. Parce qu'en plus, je sais que premièrement, les Américains adorent parler des Français. Et donc bah du coup, vu que ça s'est passé en VF, moi je le vois pas. C'est l'inconvénient de la VF. Et deuxièmement, je sais que Alexis Bledel, l'actrice qui joue Rory, parle français. Donc c'est pratique pour eux. Et là, je viens de faire un truc que j'avais pas pensé à faire depuis le début. Et c'est une question que je m'étais jamais posée quand j'ai regardé la série la première fois. Michel. Donc Michel, c'est l'assistant, on va dire, de Lorelai. Lorelai tient une auberge, enfin dirige une auberge, elle lui appartient pas. Et Michel travaille à l'accueil de cette auberge. C'est un personnage qui est là pour l'humour, vraiment. C'est le genre de personnage très feignant. Genre il y a une scène, je crois que c'est même dans le pilote de la série, il y a une scène où donc il est à la réception de l'hôtel, donc il est chargé d'accueillir les clients et de répondre au téléphone, et le téléphone sonne. Lorelai passe derrière lui et lui dit « Michel, le téléphone » et il lui répond « Il sonne ». Mais genre ça voulait dire « Réponds frère ». Enfin bref, c'est plein de petites choses comme ça, plein d'humour comme ça avec ce personnage-là. Et ce personnage a un accent. Et en VF, le personnage est italien. Et je ne m'étais jamais demandé quelle nationalité il a et quel accent il a en VO. Et là, je sais pas, on va avoir une scène avec lui où il y a un client qui vient et qui lui dit « Oh, vous avez un accent, vous venez d'où ?» Ce qui est déjà arrivé 1000 fois, hein. Je suis à la moitié de la saison 3, même plus que ça. C'est déjà arrivé 1000 fois. 1000 fois, j'exagère, mais c'est déjà arrivé
plusieurs fois dans plusieurs épisodes différents. Et là, ça a tilté, je sais pas. Du coup, je suis passée en VO. Et oh, surprise, Michel, en même temps avec un prénom pareil. Je vois pas pourquoi ça a pas connecté dans mon cerveau plus tôt. Oui, je me frappe parce que là, vraiment, il est français. C'est dingue, je trouve ça dingue. Et alors, quand tu le regardes en VO, effectivement, il parle anglais avec un accent français, mais catastrophique. Il a, pour vous donner un ordre d'idée, je trouve qu'il a moins d'accent quand dans la VF, il parle avec l'accent italien que dans la VO. Parce que je pense que dans la VO, c'est vraiment un français qui parle, en fait. Et qui ne fait pas d'effort, pour le coup. Mais c'est ouf! Ça fait peut-être 20 ans que j'ai vu cette série et je ne m'étais jamais demandé quelle... En fait, pour moi, la première fois que j'ai regardé la série, pour moi, dans la VO, il était aussi italien, tu vois. C'est pas... Et en fait, je comprends pas pourquoi ils inversent pas, tu vois. Parce que on a conscience, quand on regarde une série américaine ou anglaise, en français, que c'est pas la bonne langue, que c'est pas la langue originale, tu vois, on le sait. Du coup, si en VF, on te dit qu'un personnage est anglais et qu'il ne parle pas français et qu'il ne parle qu'anglais, tu capterais que dans la VO, c'est l'inverse. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi aller chercher l'italien à chaque fois? Non mais c'est une vraie question. Je comprends pas. C'est toujours... Moi je trouve ça fun de voir comment en VF, ils gèrent le fait que dans la VO, certains personnages parlent français. C'était arrivé aussi dans Castle. C'est pour ça que je sais que Alexis Bledel parle français parce que Alexis Bledel joue dans Castle la fille de Castle, le héros principal. Et il y a un épisode dans lequel ils vont en France et donc ils parlent français et je sais que l'actrice parle français du coup. Enfin bref, voilà, si comme moi vous aviez regardé Gilmore Girls en VF quand vous étiez ado, eh bien sachez qu'en VO, Michel est français. C'est pas une mauvaise nouvelle en soi, ça ne détruit pas mon adolescence. Et en vrai, ça arrive très souvent dans les trucs américains qu'il y ait des personnages français parce que c'est... Je sais pas pourquoi les Américains kiffent la France comme ça, mais écoutez, en vrai c'est un fait, tu vois. Quand ils doivent choisir un pays d'Europe qui parle étranger, et donc pas le Royaume-Uni évidemment, ils choisissent la France. Et jamais l'Espagne, l'Italie... Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi les Américains kiffent autant la France. En fait, c'est assez ouf de voir à quel point les Américains kiffent la France et passent leur temps à critiquer les Français et les Françaises. C'est... Bref, sur ce... J'ai pas fini de manger. Et je vais aller finir de manger. Et je vous reprendrai dans pas longtemps, je pense, parce que j'ai un truc à faire avec... Enfin, j'ai un truc à faire et j'ai décidé de le faire en vlog avec vous. Voilà. Finalement, je vous reprends plus tard que j'avais prévu parce que monter le dernier vlog m'a pris un peu plus de temps que je le pensais. Bref, il est presque 15 h et je me suis réinstallée ici, dans ma chambre, avec cette fois-ci l'armoire ouverte. Je vais faire n'importe quoi. Pour voir ma palle parce que l'heure est grave, l'heure est venue de décider ce que je fais avec ma palle de novembre. Et je ne sais toujours pas. Voilà. Mon débat, c'est est-ce que je remets pour novembre un livre par sous-catégorie ou pas? Je parle du Pumpkin ici, évidemment. Il y a 14 sous-catégories dans ce Pumpkin 2023 proposé par Gimose. Donc, j'ai mis 14 livres dans la palle du mois de septembre. J'ai lu les 14 livres. J'ai mis 14 livres dans la palle du mois d'octobre. Mais étant donné qu'aujourd'hui on est le 14, eh bien, je ne sais pas... Pardon. Je ne sais pas si à la fin du mois, j'aurai tout lu ou pas. Donc, je suis très fortement embêtée. Je ne sais pas quoi faire. La solution, ça serait de voir quel livre je veux lire et en fonction de ça, de décider. Le problème étant que j'ai envie de lire beaucoup de livres et que si je décide comme ça, je vais mettre un livre par sous-catégorie, mais je sais pas quoi, je sais pas si je pourrais tout lire ou pas. Pour faire simple, la vraie question c'est est-ce que je suis raisonnable ou pas? Et je crois que je viens d'avoir une idée. Comme quoi parler à voix haute, des fois c'est pas mal. En gros, je m'étais dit, soit je mets un livre par sous-catégorie, soit je prends la moitié des catégories et je mets un livre dans la moitié des catégories et les autres, tant pis. Tu vois. Puis je me suis dit, ça serait bien que dans l'autre moitié, je mette quand même quelque chose, tu vois. Un graphique ou une série ou...
ouais, pas un film parce que je l'ai pas... je suis loin d'avoir tout vu les films que j'ai mis dans la palle du mois d'octobre déjà, donc on va se calmer là-dessus. Mais pour les graphiques, bah, j'en ai plus beaucoup dans ma palle là, et ils sont toujours là parce que j'ai pas réussi à les mettre quand j'ai fait ma palle de septembre. Et faire ça avec les graphiques de la bibliothèque, c'est un petit peu compliqué, je trouve. Et je trouve aussi que mettre cette série de nouveau pour novembre dans la palle de novembre, donc dans la moitié des catégories, ça fait beaucoup. Je suis désolée pour tous ces cuts dans les vlogs, j'essaye dans tous les vlogs de faire le minimum de cuts possible, c'est pour ça que je laisse quelques fois où je tousse, mais il y a quelques fois où je tousse où je coupe. C'est pour ça qu'il y a autant de cuts en fait, parce que je tousse et que je m'étouffe parce que c'est une catastrophe. Bref, comme je l'ai dit, j'ai pas fini ma phrase tout à l'heure, je viens d'avoir une idée en vous parlant là. Au lieu de faire moitié-moitié, je peux peut-être faire 2 tiers, 1 tiers. Bon, 14 n'est pas vraiment divisible par 3. Puisque 3 x 5, 15. Donc, je peux mettre peut-être 9 livres et 5 séries. Peut-être que je vais faire ça. Mais là, tout de suite, il faut que je choisisse les bouquins. Ouais, je vais faire ça. Je sais pas si je vais me filmer en train de faire ça, je pense pas, parce que par ici c'est chiant. Et en accéléré, ça fait des bugs de luminosité, enfin bref, c'est pas très ouf en accéléré, donc je pense pas que je vais me filmer ça. Je pense que je vais regarder ça toute seule de mon côté. J'ai pris mon ordi parce que dessus il y a les catégories décrites dessus, ça va m'aider. Et je reviendrai quand bah, j'aurai décidé ce que je fais ou pas. Bon, finalement ça a été assez rapide. En fait j'ai sorti je sais pas si vous voyez la pile là, ouais vous la voyez, les piles là, et puis il y a des petits livres là aussi qui traînent. Ce sont des livres que je l'avais mis devant ma palle et donc pas rangés dans les étagères de ma palle, là, parce que je voulais les mettre dans ma palle du pumpkin. Alors vous voyez qu'il en reste beaucoup. Voilà. Du coup j'ai pris en gros les 9 premiers qui me venaient sous la main et qui me tentaient vraiment, enfin en fait j'ai pris les livres qui me tombaient sous la main et qui me tentaient vraiment et ça fait 9. Parfait, puisque j'ai dit que j'allais mettre 9 livres et 5 séries, a priori. Voilà, mais là, avec vous, je vais prendre cette pile et je vais voir s'il n'y en a pas dans cette pile qui me tente plus que, que ceux que j'ai pris. Parce que c'est peut-être le cas. En fait, il y a un peu de tout. Tu vois, j'ai mis des livres de côté et il y avait un peu de tout, entre guillemets. C'est-à-dire, il y avait des livres qui me tentaient vraiment, que je voulais absolument lire, caler dans cette palle. Il y avait des petits livres que j'avais achetés spécifiquement pour le pumpkin, comme je vous avais dit, au mois de juillet, il me semble. Il y avait des livres que je m'étais dit, ah, ça fait longtemps qu'ils sont là, ça serait peut-être bien que je les lise cette année pour le pumpkin. Et il y avait des livres que j'ai rajoutés après, dans le courant du mois de septembre, parce qu'ils collaient à certaines catégories. Donc c'est un pêle-mêle de tout et n'importe quoi. Vous vous rendez bien compte que je sais pas combien j'ai de livres devant moi là, mais je pourrais jamais lire tout ça au mois de novembre, c'est impossible. Donc je vais les prendre tous un par un. Et je vais pas vous montrer ce que j'ai mis de côté, vous verrez ça dans la palle du mois de novembre qui sera la dernière vidéo hors vlog de ce mois de vidéo, donc qui sortira le 30 octobre. Bref, et je vais voir s'il n'y en a pas, donc je disais dans les livres qui sont devant moi, les 3 piles que je viens de faire là, qui me tentent plus que les 9 que j'ai mis de côté pour effectivement la palle du mois de novembre. Alors je vais tous vous les montrer, vous les citer un par un, qu'on soit clair. La Audrey du montage, je le sais, n'aura jamais le courage de vous mettre tous les liens en barre d'infos. Donc je vous invite à vous débrouiller tout seul pour cette fois-ci. Voilà, sinon dans toutes mes vidéos, il y a tous les liens de tous les livres que je cite à chaque fois en barre d'infos. Sauf quand j'en cite vraiment trop, comme c'est le cas aujourd'hui. Bref, donc le premier que j'ai là c'est Geronimo Stilton, le tome 1, Le sourire de Mona Lisa. Je l'ai acheté pour cette histoire de petits livres, mais comme je vais pas mettre 14 livres dans cette palle du mois de novembre, et que surtout je pourrais pas faire le 7 jours 7 livres en novembre puisque je travaille, je suis pas obligée de le mettre, vous voyez. Donc je le mettrai pas. D'ailleurs ça me fait penser, quand je suis allée à la bibliothèque hier, j'ai vu qu'il y avait des BD aussi, Geronimo Stilton, et il y avait le tome 1 en BD de Geronimo Stilton, et c'est pas le même titre, donc c'est pas la même histoire. Du coup je sais pas, c'est d'autres... Enfin... C'est pas l'adaptation de cette saga là en BD qu'ils ont fait, je sais pas. Je sais pas si vous saviez, parce que je sais qu'il y a des gens en commentaire qui m'ont dit qu'ils avaient lu le Geronimo Stilton et qu'ils aimaient bien. Donc je sais pas si vous savez que ça existe en BD, et je sais pas du coup si vous savez, c'est vraiment à part d'autres histoires, c'est quoi le... Enfin bref.
Lui, en tout cas, je vais le ranger parce que je le lirai pas. Les grandes chanteuses, là, donc c'est les grandes chanteuses et musiciennes vues par un ado, pardon, de Sophie Adriensen. Je l'avais mis de côté parce que je sais que ce sont des livres qui se lisent vite et je me suis dit pourquoi pas. Et pour la catégorie des femmes et tout là. Mais en fait, bah, j'ai envie de le lire et je le lirai un jour, mais c'est pas urgent. Voilà. Ensuite, on a plusieurs livres, j'arrive même pas à tous les prendre, que j'avais mis parce que bah, ils correspondent selon moi à l'ambiance du pumpkin, d'Halloween, de tout ça, de l'automne. Mais je peux pas tous les lire et il y en a qui sont là depuis très très longtemps. Je le sais, mais ah, celui-là, ça m'embête vraiment parce qu'il est vraiment... Il est vraiment Halloween et celui-là je le lirai pas à un autre moment qu'à Halloween. C'est Les Héritières de Salem, pardon, de Émilie Bonnet. Donc lui je vais le sortir avec moi, ça en fera 10. Mais j'ai commencé à mettre les livres dans les catégories, mais c'est pas définitif encore, ça va dépendre des séries que je vais choisir et de comment je vais les mettre, vous voyez. Du coup je vais le sortir, parce que peut-être si je galère avec d'autres bouquins, peut-être c'est lui que je mettrai à la place d'un autre pour remplir une catégorie. Vous voyez, donc je vais le prendre avec moi et je l'essaierai après. On a aussi Crime surnaturel, le tome 1, Chaudron de bruyère ou l'inverse. Je sais pas quel est le nom de la saga, quel est le nom du tome, c'est pas très clair. Écoutez, bref. Donc c'est de Pauline Cidre, ça fait très longtemps que je l'ai, lui, mais écoutez, je ne sais pas. Peut-être je le calerai dans la palle du Cold Winter. Je sais pas, mais pas cette année en tout cas pas pour le pumpkin. Dans la même idée de ça correspond à l'ambiance du pumpkin, on a l'élixir du bourreau, donc le tome 1 du royaume de Naguère, écrit par Isabelle Fabula, pardon. Bah je l'ai pas réussi avec elle. C'est catastrophique. En même temps j'ai une palle absolument gigantissime mais j'adore le pumpkin et j'achète beaucoup de livres pour le pumpkin, donc forcément chaque année je ne peux pas tout caler dans le pumpkin, ça... Non mais ça rentre pas, je sais bien, ça rentre pas. Voilà. Le suivant, je l'ai acheté là, il n'y a pas longtemps du tout, mais je le lirai plus tard. Tant pis. C'est Le jeu de la dame de Walter Tevis. Voilà, je veux le lire vraiment. Vous savez quoi? Je peux te faire en direct live maintenant une prépale pour le Cold Winter. Oui, bah écoutez, je fais ce que je peux. Hein. Voilà, donc je mets de côté Crime surnaturel et Le jeu de la dame parce que j'aimerais vraiment les lire. Alors pas forcément d'ici la fin de l'année parce que sur décembre je sais pas si j'aurai le time de beaucoup lire ou pas. Mais dans les prochains mois j'aimerais bien les lire. Le suivant que j'ai c'est Charlotte Lupin et moi, le tome 15, il y a de la poussière du coup. Le mystère de l'homme au chapeau de Irène M. Adler. Voilà, écoutez, je lirai un jour, je lirai plus tard, mais voilà, en fait je l'avais sorti parce que j'avais 3 tomes de Charlotte Lupin et moi et je m'étais dit que lire un tome en septembre, un tome en octobre et un tome en novembre, ça serait peut-être cool, mais finalement je vais pas lire le tome 15 au mois de novembre. J'ai actuellement toujours pas lu le tome 14 d'ailleurs, mais c'est prévu, c'est toujours prévu, mais ouais tant pis, je lirai le tome 15 plus tard. On a celui-là, il y a un marque-page dedans, faut que je le sorte parce que c'est ridicule. Du coup c'est Démonica. Le tome 1, Plaisir déchaîné de Larissa Sion. Je l'avais sorti fin août pour peut-être le commencer fin août parce que j'avais envie de romance et j'avais plus de romance. Ça c'est de la beat, c'est pas de la romance, mais c'est qui s'approchait plus de la romance que je voulais lire, enfin du type de romance que je voulais lire fin août. Et finalement je ne l'ai même pas commencé fin août. Du coup je l'avais laissé de côté parce que je m'étais dit bah peut-être je lirai pour le pumpkin, mais non, ça sera pas pour cette année. Et je vais le ranger. Tant pis. On a aussi Struck. Comment foudroyer sa réputation en un éclair de Chris Colfer. Lui, je l'avais sorti pour la catégorie inclusion, LGBT, tout ça. Il n'y a pas le mot LGBT, mais c'était l'idée de la catégorie. Mais finalement, bah, j'en ai pas vraiment besoin et j'ai pas particulièrement envie de le lire là tout de suite dans les semaines qui viennent. Donc on verra ça plus tard. J'avais aussi sorti... Oui, j'en avais sorti beaucoup. Hein. Non mais je vous le dis, j'étais extrêmement ambitieuse. Comme toujours, comme chaque année sur le pumpkin, mais bref. J'avais aussi sorti Guerre du monde émergé de Lisa Troisi parce que je commence à l'avoir, enfin ça fait un moment que je l'ai acheté maintenant. Ça fait très très longtemps que j'ai eu la première trilogie, donc Chronique du monde émergé de la même autrice. Et voilà, mais lui vraiment il est énorme, je sais pas si vous vous rendez compte de l'épaisseur du truc, mais le truc est énorme. Il fait quoi, 600 pages? Ouais voilà, il fait 630 pages. Donc tant pis, il va retourner dans la palle, on verra ça plus tard.
J'avais aussi sorti, il y a vraiment beaucoup de poussière, Vol de nuit de Antoine de Saint-Exupéry. Celui-là, je vais le mettre de côté pour le Cold Winter peut-être parce que j'ai envie et parce que, en vrai, c'est un petit livre qui va se lire vite. Enfin, je veux dire, il fait combien de pages? Il fait 182 pages et les passations de chapitres se font avec une page vide comme ça à chaque fois. Donc en vrai, puis c'est écrit gros quoi, c'est de la jeunesse. Et puis c'est du Saint-Exupéry, j'ai envie de le lire. Donc voilà, pas pourquoi je me justifie autant. Ah celui-là, peut-être je vais le mettre de... je sais pas... J'allais dire peut-être je vais le mettre de côté comme les héritières de Salem là et que je déciderai après. Mais en vrai... c'est dommage, il va encore traîner dans ma palle. Tant pis, c'est Poussière fantôme de Emmanuel Chastelière. Lui, je ne peux pas le lire à un autre moment qu'à Halloween. Je l'ai pas calé dans la palle du mois d'octobre parce que j'ai pas réussi. Je m'étais dit, au pire des cas, je le cale dans la palle du mois de novembre et que c'est genre le premier que je lirai en novembre, tu vois, juste après Halloween. Mais non, en fait, pas possible. Donc, bah tant pis, je le mettrai dans le pumpkin de l'année prochaine. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pardon, il y a plein de trucs qui traînent par là, c'est un petit peu le bordel, excusez-moi. Et dernière pile, ah bah oui, je vous avais prévenu, il y a beaucoup de livres. On a La prophétie des runes, tome 1, La Rouelle de feu de Catherine Cuenca. Et lui, c'est vraiment dommage, mais il y a des sapins à l'intérieur. Du coup, je vais le mettre de côté pour la palle du Cold Winter. Je vous montre à quoi il ressemble quand même. Il y a aussi La vie de Château, le tome 1, Violette et Régis de Clémence Madeleine Perdia et Nathaniel Limy, avec un H apostrophe que j'avais acheté pour mettre des petits livres et tout. En plus, il y a des illustrations en pleine page comme ça et tout. Mais bah, je ne l'ai pas encore lu, donc tant pis. Je vais le ranger dans ma palle. Il y avait aussi ces deux bouquins-là. Donc les 12 travaux d'Hercule et 2, c'est La conquête de l'Olympe que j'ai acheté, il me semble, l'année dernière, avant le pumpkin, pour les mettre dans le pumpkin. Il me semble que je les avais mis dans le pumpkin de l'année dernière et que je ne les ai pas lus. Mais en fait, cette année, je préfère mettre moins de livres dans la palle du pumpkin, mais tous les lire, plutôt que de me retrouver avec des livres comme ça, vous voyez, que j'ai mis dans la palle du pumpkin et que je n'ai pas lu. Donc, bah tant pis, je les lirai une autre fois probablement. Voilà, on avait aussi Rédemption de MJ Rose, ça c'est un thriller, mais mais tant pis, ça sera pour une autre fois. Ah oui, lui c'est vrai, j'avais dit que je le retenterais peut-être, et je l'avais zappé parce qu'il est au fin fond de la pile. Bah tant pis, il va reprendre sa place, peut-être un jour je réessayerai. C'est La ville sans vent, le tome 2, La fille de la forêt de Éléonore de Villepoix. Je l'ai tenté, techniquement je l'ai abandonné à la moitié ce bouquin là parce que je n'arrive pas à le lire alors que j'ai adoré le tome 1. Du coup je l'avais mis de côté en me disant peut-être que je le mettrais dans la palle du pumpkin. Et bien je vais le remettre de côté en me disant peut-être que je le mettrais dans la palle du Cold Winter. Écoutez, c'est l'histoire de ma vie. Et j'avais sorti celui-là qui est absolument énorme et qui me fait flipper, mais qui dans les faits fait 400 pages, hein. Fait 420 pages, hein. C'est pas énorme. C'est Les armes croisées de Pierre Bottero. Voilà. Lui, je l'avais sorti et je l'avais mis de côté en me disant que ça fait longtemps qu'il est là et qu'il serait temps que je le lise. Mais du coup, j'ai préféré lire autre chose, donc il va retourner dans ma palle. Écoutez, c'est pas si mal. J'ai mis du coup 10 livres de côté, sachant que j'en mettrai que 9 officiellement dans la palle. Peut-être pas, vous verrez ça dans la palle. Et j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5 livres seulement de côté pour peut-être les mettre dans la palle du Cold Winter. Écoutez, c'est pas si mal, je trouve, franchement, ça va. Il faut que je range tout ça dans ma palle maintenant, et j'en vois d'autres par là, genre lui là, les enquêtes de Jane Austen que j'aurais bien aimé mettre aussi, mais à un moment donné je ne peux pas tout lire en un mois ou même en 3 mois, c'est pas possible, ça ne passe pas, ça ne rentre pas, donc voilà. Et si vous vous souvenez de livres que j'avais cités pour peut-être les mettre dans la palle du pumpkin et que je n'ai pas remontré ici, bah c'est peut-être parce qu'ils seront dans la palle du mois de novembre. Écoutez, voilà, du coup je vais retourner dans mon salon avec mes 10 bouquins et essayer de les répartir, enfin d'en répartir que 9 dans les catégories et de compléter les autres catégories
avec des séries. Je fais ça aujourd'hui parce qu'il faut absolument que je tourne la palle du mois de novembre demain pour moi. Parce qu'étant donné que je travaille maintenant, je ne peux plus tourner les vidéos n'importe quel jour de la semaine. Puisque quand je rentre, il est bien trop tard pour les filmer. Et que le week-end prochain, je n'aurai pas le temps de tourner des vidéos. Je le sais. Donc c'est demain ou jamais. C'est pour ça que je fais ça aujourd'hui. J'aurais bien aimé honnêtement attendre une semaine de plus pour voir ce que ça donnait au niveau de ma palle du mois d'octobre avant de décider ce que je faisais avec ma palle du mois de novembre. Mais je ne peux pas. Donc bref. Je vais ranger mes bouquins, m'occuper de mes catégories pour le mois de novembre. Et étant donné que vous avez plus de batterie, je vais faire ça toute seule, sans vous. Et je vous retrouverai plus tard. On est dimanche, et bien dimanche matin, on est en début d'après-midi, il doit être quelque chose comme 13h30, 13h40, je ne sais pas exactement. Je tousse toujours, évidemment. Je vous ai pas pris ce matin parce que j'ai tourné des vidéos et j'avoue que j'ai galéré puisque comme je tousse, c'est très compliqué. Mais normalement, j'ai réussi et après montage, je ne tousserai pas dans les vidéos. Ce qui est pas mal, mais ça a été du coup très long et très chiant à tourner. Mais j'ai réussi. Je vous ai pas repris hier soir, mais j'aurais pu vous dire tout ce que je vais vous dire maintenant hier soir. En fait, hier, en fin d'après-midi, j'ai regardé Fast and Furious 9. Il me semble dans la palle avoir dit que je devais regarder le 7, mais en fait c'était le 9. Bref, on s'en fiche, c'est pas très grave. En gros, pour ceux qui ont suivi la saga de films, j'ai regardé le premier film qui a été fait après la mort d'un des acteurs. Paul quelque chose, je ne sais plus. En fait j'ai un nom en tête mais j'ai peur de dire des conneries, donc je l'écrirai ici, le nom de l'acteur qui est malheureusement décédé. Bref, et en fait j'ai compris pourquoi j'avais pas regardé ce film plus tôt. En plus du fait que j'adorais le personnage joué par l'acteur qui est décédé et qui donc je savais il serait plus là évidemment. Ce sont des films d'action et en vrai, on ne demande pas grand chose dans un film d'action. On demande à un film d'action d'avoir de l'action et un scénario qui tient à peu près la route. Vous voyez, on s'en fiche de l'histoire, du scénario. Ce qui compte, c'est que c'est un film d'action. Et ben dans Fast and Furious, on a un scénario qui tient pas vraiment la route, je trouve. En tout cas, pas dans les derniers. Je vais vous citer deux choses que je trouve ridicules dans le film. Envoyer une voiture en orbite autour de la Terre dans l'espace, sérieusement, enfin je veux dire, on n'est pas dans un film de science-fiction, arrêtez de nous prendre pour des abrutis, ce n'est pas possible. Non, avec des espèces de vieilles combinaisons de cosmonautes rafistolées avec du scotch, stop. Non mais c'est ridicule, vraiment c'est ridicule. Et essayer de détruire un espèce de camion blindé en lui tirant dessus sans même avoir l'idée de tirer dans les roues et dire « Ah là là, on n'arrive pas à l'arrêter », c'est un petit peu ridicule. Oui, je trouve ça parfaitement ridicule. Ça m'a vraiment agacée. Alors j'ai quand même regardé le film jusqu'au bout. Parce que j'aime bien les acteurs, j'aime bien les personnages, j'aime bien les actrices aussi d'ailleurs. Et parce que j'étais aussi à moitié en train de jouer sur mon téléphone en même temps que je regardais le film. Je faisais pas que regarder le film. Mais vraiment, je sais pas si je regarderai les films suivants parce que je reviens à me demander comment ils ont réussi à atteindre le film 9. Ça veut dire qu'ils sont toujours rentables arrivés au film 9. Et peut-être que j'ai trouvé aussi ce film moins bien parce que du coup il manque l'acteur et il manque le personnage et que l'acteur est décédé il y a quelques années maintenant. Mais ouais, enfin vraiment j'ai pas trouvé ça dingue. Vraiment pas. Bref, voilà, du coup j'ai regardé Fast and Furious 9 comme lui il était dans ma palle, je suis contente. Enfin dans ma palle. Ma pile à mood, comme dirait Guimauve. Et après ça, du coup, j'ai mangé devant un épisode de Gilmore Girls. Je suis à la fin de la saison 3 maintenant. Et j'avais prévu, après manger hier soir donc, de regarder Simone, le voyage du siècle, donc le film qui est sorti l'année dernière sur Simone Veil. Sauf que, comme ça me l'a fait toute la semaine, en fait, comme je regarde un épisode de Gilmore Girls en mangeant, et bien après j'arrive pas à m'arrêter, j'ai envie de regarder les épisodes et de les enchaîner. Et donc c'est ce que j'ai fait hier soir et je n'ai pas regardé le film sur Simone Veil, mais je vais le regarder maintenant. Voilà, je me suis dit que ma seule solution c'était de le regarder. En fait c'est soit de pas regarder Gilmore Girls en mangeant, si je veux après regarder un film, soit de regarder le film dans l'après-midi, comme j'ai fait pour Fast and Furious, parce que sinon j'y arrive pas. Donc je vais regarder ce film là maintenant. Je suis pas mal informée sur
Simone Veil au-delà de la loi Veil parce que j'ai fait mon TPE quand j'étais en terminale, je ne sais pas si ça existe toujours mais en gros au cas où, pardon je viens de m'étouffer, je disais le TPE en gros c'était un espèce d'énorme exposé à faire en terminale dont la note comptait à part toute seule pour le bac, c'était pas dans une matière, c'était vraiment, enfin la matière c'était vraiment le TPE, je sais même plus ce que ça veut dire TPE, mais bref on s'en fout. Et en gros par groupe de 2 ou 3 élèves on choisissait un sujet sur lequel on allait faire des recherches et on faisait un énorme exposé vraiment et puis ensuite on avait une présentation. Et ce qu'il y a d'assez comique en fait c'est que on avait donc il y a différents profs qui chapeautent, enfin qui gèrent ce truc là. Nous ça se passait au CDI, on était installés au CDI, puis on avait 2 profs, il me semble, un prof d'histoire et une prof d'économie, et en fonction du sujet que les élèves choisissaient et de leur spécialité et tout, c'était l'un ou l'autre prof qui gérait le projet. Et il se trouve que nous, notre prof d'histoire qu'on avait, était, disons les mots, misogyne, très clairement. Et en fait on savait pas trop quel sujet choisir, on n'était pas d'accord, on était 3 et on n'était pas d'accord, enfin bref. Et du coup il nous a dit qu'on avait qu'à parler du féminisme. Et il commence son discours, son truc et tout machin, il nous expose machin, ses idées en gros. Et en gros son idée était qu'on dénonce le féminisme qui selon lui ne servait à rien parce que ça va, c'est bon, la place des femmes, elle est comme ça et puis c'est tout. C'est ça qu'il voulait qu'on fasse et évidemment, c'est pas du tout ce qu'on a fait. On a pris ce sujet mais on a fait l'inverse et donc on a fait un espèce d'historique sur le féminisme. J'ai appris énormément de choses sur le féminisme à cette époque-là, les lois qui sont passées, le traitement du condition des femmes. Alors on avait centralisé sur l'Europe, pardon, et plus précisément sur la France parce que c'est un sujet vaste et qui dépend énormément des pays. C'est comme ça que j'ai appris les années auxquelles les femmes avaient obtenu le droit de vote dans les différents pays, et c'est comme ça que je me suis rendu compte que la France était l'un des pays les plus en retard sur le sujet parce que 44 c'est très très tard pour le droit de vote des femmes. Il y a des pays qui l'ont donné bien plus tôt, il me semble que les États-Unis c'est dans les années 20 vraiment, et il y a des pays dits plus misogynes et sexistes en Europe qui ont accordé le droit de vote aux femmes avant, je pense notamment au Portugal. Voilà, bref, du coup j'ai appris énormément de choses et évidemment Simone Veil et la loi Veil étaient une grosse partie. Tout le mandat de Simone Veil en tant que ministre a été une avancée majeure et énorme dans le féminisme et les droits des femmes. Donc bref, tout ça pour dire que je maîtrise pas mal la vie de Simone Veil et ce qu'elle a fait, mais plutôt la partie féminisme du coup et la partie de sa vie où elle a été ministre du coup. Je connais pas trop le reste, donc j'ai hâte de voir le film. Bref, je voulais aussi faire un petit point sur ce que j'ai lu globalement hier. Donc j'ai évidemment avancé dans le Gaël Carriger. Je suis censée atteindre la page 350 ce soir. Je sais pas si je vais y arriver, je suis même pas à la page 300 là. Mais j'adore, vraiment, je trouve ça absolument génial. Je suis fan de Gaël Carriger, de ses univers, de ses personnages. Je ne sais plus quoi vous dire pour vous convaincre de lire du Gaël Carriger. À un moment donné, il faut juste vous lancer. Non mais vraiment, il faut juste y aller, c'est... Voilà, en gros, c'est du steampunk fantastique, historique, adulte. Et c'est génial. Voilà. J'ai aussi un tout petit peu avancé dans l'Assassinat Royal, mais j'avoue que... En fait, le problème, c'est que je décroche, quoi. Je lis un paragraphe et j'arrive à la fin du paragraphe et je me dis... J'ai absolument pas été attentive à ce que j'ai lu, du coup, je suis obligée de recommencer, c'est vraiment très chiant. Je vais avancer, hein, c'est un des rares livres pour lesquels je vais m'obliger à lire et à avancer dedans parce que j'ai vraiment envie de découvrir cette saga mythique et légendaire de la fantasy, qui plus est écrite par une femme à une époque où c'était pas trop féminisme, tout ça, tu vois. Mais ouais, le début, waouh, c'est lourd, vraiment c'est très 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 lourd. En fait, ce qui est lourd pour moi, c'est que la fantasy ne démarre pas tout de suite. Je me retrouve avec plein de personnages, majoritairement masculins, ça, soit, why not, mais contemporains, quoi. Vraiment, et je vais essayer, parce que c'est pas dit que j'y arrive, mais je vais essayer d'aller jusqu'au moment où la fantaisie commence. Mais là, ouais, enfin franchement, j'ai dû lire, je sais pas, j'ai lu 2, 4, 6, voilà, j'ai lu 7 pages. Ouais, bah, j'ai un tout petit peu avancé, je vous ai dit, hein, voilà, mais
Je pensais avancer plus que ça là-dedans sur ce week-end, mais en fait j'ai pas envie. Ça m'embête, mais écoutez, c'est comme ça. Et du coup, comme je voulais quand même commencer autre chose en parallèle du Gaël qui est ailleurs, bon, ce n'est pas une réussite non plus, mais bref, j'ai commencé Conte de Dragon de Marie Fauché et j'ai lu 19 pages. Voilà, ça je vais avancer dedans aujourd'hui quoi qu'il arrive, mais en fait, le premier conte que j'ai lu et le deuxième que j'ai commencé et que j'ai même pas fini, c'est de la mythologie quoi. Alors oui, c'est des dragons de la mythologie, mais l'hydre, pour moi, ce n'est pas un dragon. C'est une créature mythologique, mais l'hydre, pour moi, c'est pas un dragon. Et là, on a l'histoire avec l'hydre, Hercule, tout ça, machin, bidule, les têtes qui coupent les têtes et machin et trucs. Mais pour moi, c'est pas des dragons, ça. Enfin, vraiment, je vais continuer, mais si c'est plus mythologique que vraiment des contes de dragons... En fait, moi, je voulais des histoires que je connais pas, avec des dragons, tu vois. Et les histoires de la mythologie, genre Hercule et l'hydre, ça va, c'est bon, je les connais, tu vois. Enfin, à un moment donné... Et puis même, j'ai pas envie de ce côté mythologique. Je voulais des contes de dragons, pas de la mythologie. Enfin bref, du coup, c'est pas ce que j'espérais y trouver pour l'instant. Donc j'ai pas avancé plus que ça hier. Mais je vais avancer dedans une fois que j'aurai regardé le film, je pense. Et je reviendrai pour vous parler du film une fois que je l'aurai vu, donc dans à peu près 2h30, puisque le film dure 2h20, je crois, un truc comme ça. J'ai checké le temps des films et effectivement ils font tous plus de 2 heures, ils sont tous hyper longs. En tout cas ceux qui sont pas halloweenesques, puisque je m'attaquerai au film Halloween un peu plus tard sur le mois. Mais ouais, du coup là ils sont tous très très longs. Et Divergente aussi fait plus de 2 heures. Et comme c'est une trilogie, c'est pour ça que j'ai pas regardé Divergente, mais bref. Voilà, du coup je vous promets tout à l'heure en fin d'après-midi je pense, parce que j'aimerais bien, enfin il faut absolument que je monte ce vlog aujourd'hui, ça serait dommage que je me le laisse pour demain alors qu'aujourd'hui je travaille pas, vu qu'on est dimanche. Du coup j'aimerais bien avoir le temps de le monter, l'enregistrer, le mettre en ligne, tout ça, machin bidule. Et après manger je pourrais regarder Gilmore Girls et finir la saison 3, puisqu'il me reste qu'un seul épisode pour finir la saison 3. Et du coup je pense que j'entamerai la saison 4 en suivant. Parce que j'arrive pas à m'empêcher de regarder Gilmore Girls, j'adore Gilmore Girls, vraiment, vraiment, vraiment. Bref, je voulais faire ce point là sur Fast and Furious et sur mes lectures, et maintenant je vais regarder Simone, et je reviendrai vous voir quand je l'aurai vu. Il est à peu près 4h15, et je viens juste de finir de regarder le film. J'aurais pu attendre avant de vous prendre en vlog, j'ai hésité, je me suis dit est-ce que j'attends pas, puis je me suis dit non. C'est peut-être mieux de le faire à chaud. Littéralement. Alors déjà effectivement quand j'en avais conscience hein, mais n'ayant étudié que la partie ministre de la vie de Simone Veil, je n'avais étudié effectivement qu'une toute petite partie de sa vie, puisque non seulement elle a eu une très longue vie, mais elle a surtout eu une vie très très remplie, et même un film de 2h20 ça suffit pas pour tout couvrir en fait, c'est pas possible, vraiment, il y a beaucoup de choses qui sont à peine survolées, la loi sur l'avortement est à peine survolée elle-même d'ailleurs, parce qu'elle a fait tellement de choses que c'est pas possible. J'ai été déçue en commençant le film de me rendre compte que il n'est pas raconté dans l'ordre chronologique, on n'a pas dans ce film la vie de Simone Veil de manière chronologique, c'est pas le cas. On va et on vient dans le passé, le présent, son enfance, son adolescence, qui a été terrible évidemment, et puis sa vie de femme adulte, sa vie de femme mariée, sa vie de mère, c'est pas raconté du tout dans l'ordre chronologique, et moi je préfère toujours quand c'est raconté dans l'ordre chronologique. C'est comme ça. Et du coup évidemment on a, je sais même pas combien d'actrices qui jouent Simone Veil, parce que bah, évidemment elle a eu une longue vie comme je l'ai dit, donc forcément il faut plusieurs actrices pour l'incarner. Et en fait, arrivé à la fin du film, tu comprends pourquoi c'est pas raconté dans l'ordre chronologique. La dernière partie du film, c'est le moment où elle retourne au camp d'Auschwitz avec sa famille pour une interview évidemment. Enfin évidemment, bref, c'est pour une interview. Et finir le film là-dessus, ça implique de finir le film sur son adolescence au final et sur ce qu'elle a vécu là-bas quand elle y a été dans ce camp. Et surtout ce qui rend ce film terrifiant et
enfin terrifiant non, mais ce qui rend ce film extrêmement émouvant, c'est la voix off. Je ne sais pas réellement si la voix off, ce sont des extraits, au moins en partie, ou peut-être un petit peu réécrits, du livre qu'elle a écrit. Puisqu'il me semble qu'elle a écrit une autobiographie, si je dis pas de conneries. Je sais pas si la voix off, ce sont des extraits de ça, mais que ce soit le cas ou pas, cette voix off est d'une violence. Oh, c'est terrifiant, vraiment. En fait, c'est encore plus émouvant de l'entendre raconter ce qui s'est passé là-bas et ce qu'elle a vécu là-bas que de, entre guillemets, simplement le voir en image. En image, c'est déjà terrifiant. Mais de l'entendre, c'est ouf. Et je voulais revenir là-dessus parce que je suis parfois extrêmement virulente et extrêmement violente quand je tente des livres qui se passent à cette période-là de notre histoire, à savoir sur la Seconde Guerre mondiale, puisque c'est ça qu'on parle depuis tout à l'heure, que vous n'aurez pas compris. J'ai tenté plusieurs livres sur cette période-là, et ce que je reproche principalement à tous ces livres, c'est qu'ils racontent la même histoire. Alors oui, je sais, il y a eu des milliers, des millions de déportés, il y a des millions de personnes qui ont vécu ça dans les camps, il y a des millions de personnes qui sont mortes là-bas, et il y a des centaines de milliers de personnes peut-être qui en sont revenues, je sais, mais on n'est pas obligé d'écrire ces centaines de milliers d'histoires différentes. Je dis pas qu'on est obligé, qu'on doit oublier toutes ces personnes-là, je dis juste que je ne vois pas l'intérêt d'écrire la même histoire 1 million de fois et ou de lire la même histoire 1 million de fois parce que c'est la même histoire. Et oui, c'est triste, et oui, c'est terrifiant, et non, il ne faut pas oublier, mais à titre personnel, je vois pas l'intérêt de lire toutes ces histoires-là, en fait. Vous voyez, c'est la même histoire à chaque fois. Et oui, c'est triste, encore une fois, et non, il ne faut pas les oublier, mais c'est la même histoire à chaque fois. Alors là, parce que c'est Simone Veil, et parce que, Dieu merci, elle a survécu, parce que si elle n'avait pas survécu, je ne sais même pas ce qu'il en serait des droits des femmes aujourd'hui, en particulier, vous voyez. Oui, qu'une femme comme elle revienne sur son histoire, c'est intéressant. Et encore une fois, je dis pas que monsieur et madame tout le monde qui ont été déportés dans les camps ne sont pas intéressants, c'est pas ce que je suis en train de dire, c'est juste que on va pas faire 1 million de films sur les 1 million de déportés. Je ne sais même pas combien il y a de déportés en tout, j'ai pas le chiffre en tête, mais quel serait l'intérêt en fait de raconter 1 million de fois la même histoire? Je vois pas. C'est pour ça que je suis aussi virulente avec les livres qui se passent à cette période-là, et je le dis et je le répète, il me semble que j'ai répondu en commentaire à des gens qui étaient virulents avec moi par rapport à ce sujet-là, et il me semble avoir déjà dit en vidéo, mon arrière-grand-père, qui est mort quand j'avais 16 ans, et donc avec lequel j'ai des souvenirs que j'ai connus vraiment, mon arrière-grand-père a été déporté dans un des camps. Mon arrière-grand-père n'était pas juif, mon arrière-grand-père était combattant sur la Seconde Guerre mondiale et il a été fait prisonnier de guerre. Donc ce n'était pas un camp de déportés, c'était un camp de prisonniers de guerre. Les conditions étaient peut-être un petit peu mieux que dans les camps de déportés, mais je doute que c'était quand même un camp de vacances, si vous voyez ce que je veux dire. Mon arrière-grand-père a vécu ça. Je sais, j'ai conscience de tout ça, j'ai juste pas envie de lire tout ça, encore et encore. Mais j'ai regardé le film sur Simone Veil en sachant qu'on allait avoir une énorme partie du film là-dessus, parce que évidemment c'est une énorme partie de la vie de Simone Veil, et parce qu'encore une fois, Dieu merci, elle a survécu, elle a fait tellement de choses dans sa vie. Et ce qui m'a frappée à la fin, c'est de l'entendre dire qu'elle avait vu dans ces camps des femmes accoucher pour voir un militaire tuer leur enfant 1 minute plus tard. Et cette même femme, je vais essayer de pas pleurer, cette même femme s'est battue des années plus tard pour que les femmes décident elles-mêmes de ce qu'elles feraient avec leur enfant. Et vous savez quoi? Elle s'est confrontée à ces mêmes hommes qui lui ont dit « Ah mais non, mais c'est pas possible de tuer des enfants !» C'est presque poétique tout ça. Vraiment. Vraiment. Elle a vécu tellement de choses, elle a fait tellement de choses. Et ce film n'est pas complet, évidemment. Pour être complet, il faudrait lire la biographie qu'elle a écrite ou l'autobiographie qu'elle a écrite, je ne sais pas. Parce que 2h20, ce n'est pas suffisant pour avoir une vision globale et détaillée de la vie de Simone Veil. Elle a vécu 1000 vies.
Ce bout de vlog est totalement décousu. J'aurais peut-être dû attendre de digérer tout ça et de construire mon avis, mais écoutez, c'est pas grave. Vous l'avez à chaud comme ça. Je vais juste rajouter une chose. Simone Veil fait partie des femmes qui ont vécu à une époque à laquelle la place de la femme était très très définie et très très restrictive et qui ne s'est pas laissée enfermer dans cette case. Elle a vécu à une époque où une femme devait se marier, avoir des enfants et s'occuper de ses enfants et de son mari. C'était le seul rôle d'une femme respectable. Mais elle n'a pas fait ça, non, elle a fait des études, qui plus est des études politiques, des études de magistrat. Pour une femme délicate, ce n'est pas une bonne idée. Et on le lui dit dans le film, et dans sa vie on lui a dit bien sûr. Elle a eu des enfants, elle s'est mariée. Et elle a fait ce qu'elle voulait faire, elle est devenue ministre. Elle s'est battue pour ce en quoi elle croyait. Et pourtant elle a eu un mari et des enfants. J'entends par là qu'elle a prouvé que c'était possible d'être une femme respectable tout en travaillant. Et faire ça dans une société d'hommes, faire passer la loi sur l'avortement dans une société d'hommes, est un exploit. Un exploit qui a été remis en question il n'y a pas si longtemps que ça, il me semble, et qui est remis en question sans cesse depuis plusieurs mois. Cette loi autorise quelque chose. Elle n'impose rien. J'entends par là que si cette loi est passée et que tout le monde avorte, je ne serais pas là, personne ne serait là, plus personne ne serait là aujourd'hui. C'est pas parce que l'avortement est autorisé qu'il est fait tout le temps. C'est juste un choix. Elle a juste permis qu'on ait le choix. Et ce qui m'a aussi frappé dans cette espèce de procès, parce que vu de la manière dont c'est fait, on a l'impression vraiment que c'est un procès, c'est que les hommes sont en mode non mais on va pas permettre aux femmes de petite vertu de cacher leur erreur. Parce qu'elle est tombée enceinte par le Saint-Esprit peut-être. C'est vrai, ce sont toutes des Vierges Marie, Immaculée Conception. Non mais c'est vrai, enfin je veux dire à un moment donné, derrière les femmes de petite vertu qui tombent enceintes, il y a forcément un homme qui a fait quelque chose pour que ça arrive jusqu'à preuve du contraire. Bref, je vais pas me relancer dans ce débat sur l'avortement parce que c'est quelque chose qui m'agace toujours un petit peu, comme vous pouvez le constater. Mais oui, il y a plein d'autres femmes qui ont fait pour les droits des femmes évidemment et pour d'autres droits d'ailleurs. Mais Simone Veil est une de celles qui a fait vraiment avancer les choses. Bref, je vais aller lire et monter ce vlog. J'espère qu'il vous a plu, je vais m'arrêter là et je vais pas le rallonger plus parce que je pense qu'il est déjà très long si vous l'avez regardé jusque là. Et bien merci, vous aurez eu tout mon avis sur Simone Veil et sa vie. Simone, le film, je veux dire, Simone Veil et sa vie. Voilà, je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à demain.